Alors nous allons pouvoir commencer cette cérémonie des vœux 2025. Alors je souhaite saluer avec le respect, mesdames et messieurs, du rang protocolaire. Je tiens à remercier la présence tout d'abord de monsieur le député Paul Molac, monsieur le sénateur Yves Blenven. Je remercie également la présence de monsieur le sénateur conseiller régional de Bretagne, monsieur Simon Husna, de sa présence. Un grand merci également à monsieur le président de l'association des maires du Morbihan, qui est présent à nos côtés ce soir et qui est aussi vice-président du conseil départemental du Morbihan et maire de Brec, monsieur Fabrice Roblet. Merci également à monsieur le président de Ploërmel Communauté, conseiller régional et maire de Ploërmel, monsieur Patrick Ledifond. Je tiens également à remercier la présence de monsieur le vice-président de Ploërmel Communauté en charge du sport et de la culture, vaste programme, monsieur Alain Hervé. Mesdames et messieurs également les maires, donc maire de Bignon, chère Sylvie Ourmand, toujours fidèle à nos côtés. Merci également monsieur Michel Gorté, maire de Tréorantec. Merci également monsieur Joël Mazurier de votre présence en qualité de maire de Guillier. Je tiens également à remercier la présence de monsieur Didier Bourne, maire de Loyat, monsieur Philippe Loipre, maire de Néant-sur-Yvette, monsieur David Boulevet, maire de Cruguel. Merci également monsieur Fabrice Chérel, qui est ici présent, qui est adjoint au maire de Néant-sur-Yvette. Je regarde et je fais attention. Je tiens également à remercier la présence de monsieur le maire honoraire, maire honoraire monsieur Jean Pelard, ici présent, merci beaucoup. Également monsieur Louis-Marie Martin, notre ancien maire. Merci aussi de votre présence, colonel Nara, représentant l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, représenté le général Charpie. Merci également à l'adjudant-chef Baye, qui représente la communauté de brigade de Ploërmel Communauté. Je suis là. Alors, j'invite notre vice-président de Ploërmel Communauté, en charge de la santé, M. Jean-Michel Barrault. Je vous invite au premier rang protocolaire. Et puis, je remercie monsieur et madame Mikuzenski au deuxième rang. Monsieur Mikuzenski, adjoint aux finances de la ville de Ploërmel. Donc, je reprends. Adjudant-chef Baye, vous représentez la communauté de brigade de Ploërmel. Merci également au lieutenant Arnaud Pelard, chef du centre d'incendie et de secours de Corbénéac, et je salue également tous les sapeurs-pompiers volontaires. Père Gilda, vous représentez paroisse de Ploërmel, Corbénéac, Augan, etc., etc. Merci beaucoup. Mesdames les directrices des écoles, je salue la directrice de l'école publique Théodore Monod, Madame Soisig Le Trionnaire. Merci également Madame la directrice de l'école Notre-Dame, Laetitia Larnaud. Mesdames et messieurs, tous les présidents des associations, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, les commerçants, artisans et agriculteurs, mesdames et messieurs, les agents municipaux, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à excuser madame la sous-préfète, madame Claire Liétard, madame la sénatrice Muriel Jourda. J'ai eu également un petit message chaleureux de la part de madame Gaëlle Stricot-Berthevas, le président du pays de Ploërmel de Bretagne, qui n'a pas pu se libérer puisqu'elle est au centre de gestion du Morbihan. Et puis également, je tiens à excuser pour des raisons de santé madame Sophie Coutan, maire d'Évrigues, vice-présidente à Ploërmel Communautaire en charge de la petite enfance et des affaires sociales. Eh bien, nous sommes heureux
de vous recevoir ce soir pour la cérémonie des vœux de la municipalité 2025. Évidemment, je remercie tous les élus ici présents. Une grande pensée pour... j'ai un petit peu toujours l'émotion, c'est comme ça. Une grande pensée pour notre conseiller municipal Stéphane Jugène et toute sa famille qui malheureusement sont endeuillés récemment. Donc nous pensons très fort à eux. Alors, je tiens à vous dire que nous allons présenter tout d'abord une vidéo rétrospective des actions réalisées par l'équipe municipale en 2024. Je fixerai les caps des projets à venir pour 2025. Je confierai ensuite les autorités, Monsieur le Président de Pleurmel Communauté, Monsieur Patrick Le Diffon, ensuite Monsieur Fabrice Roblet en qualité de Président de l'Association des maires, mais aussi en qualité de Vice-président du Conseil départemental, Monsieur le Sénateur Yves Lennevel et Monsieur le Député Paul Molac pour une prise de parole afin qu'ils puissent vous adresser un message à vous, Campénéacois et Campénéacois. Enfin, nous conclurons cette cérémonie en décernant 3 médailles de la commune à des habitantes ou habitants. On garde le suspense, qui se sont distingués par leur engagement tout en favorisant le rayonnement de notre commune. Eh bien, je vais vous inviter à visionner la vidéo rétrospective des projets 2024.
À remercier Mademoiselle Mademoiselle, c'est bien. Oui, c'est bien, on rajeunit. Madame Cécile White, conseillère municipale déléguée à la communication pour la réalisation de tout ce montage, accompagnée de la commission communication. Eh bien, nous allons commencer par faire un point, puisque l'année précédente, j'avais annoncé le lancement du recensement pour l'année 2024. Rappelez-vous, le recensement a eu lieu du 18 janvier au 17 février. Je tiens à remercier les 4 agents recenseurs, parce que ça s'est vraiment très très bien passé. Madame Christine Denis, Muriel Benjedi, Madame Florence Leray, Monsieur Pierre-Jean Bonpoint, également Madame Florence Bayon-Chalin en qualité d'adjointe administrative, et un grand merci à Madame Chantal Grandvalet qui était élue référente pour ce recensement, et ça s'est déroulé avec implication et vous savez que c'est un élément capital pour la commune. Alors, verdict, nous sommes à présent une commune de 2060 habitants. Nous avons enregistré cette année 23 naissances, une naissance de plus que l'année dernière. Et nous avons marié
plus que l'année dernière. 9 mariages, et l'année dernière, ils étaient 6, dont un mariage qui a été célébré par notre conseillère municipale, Sandra Dragon. C'était une première, ça s'est très bien déroulé. Merci beaucoup, Sandra. Et puis, il y a eu 7 Pax, et malheureusement, 14 familles complénéacoises ont été endeuillées, et nous pensons tout particulièrement à elles. D'un point de vue de l'urbanisme, la révision, le nouveau PLU est entré enfin en vigueur, en application le 6 décembre 2024. Alors, il y a plein de nouveautés avec ce nouveau PLU. Alors, c'est assez technique. Donc, si vous avez des projets, que ce soit pour la mise en place d'une clôture, que ce soit également, évidemment, pour une construction, nous vous encourageons à venir consulter et à solliciter Madame Bayon-Chalin, qui pourra vous recevoir, et donc d'anticiper toutes vos demandes. Et vous aurez tous ces éléments dans le bulletin municipal. Donc, je vous invite à parcourir cet article. D'un point de vue de la construction, nous sommes extrêmement stables. Nous sommes à 23 permis de construire. L'année dernière, on était à 24. On retrouve ce chiffre 23 qui était là en 2019, en 2018 et en 2017. C'est un chiffre qui est très présent ici à Campénéa. Maintenant, on va parler d'un point de vue financier. On sait bien que la situation financière de la France est inquiétante, avec un budget qui n'est pas encore voté à ce jour. Alors évidemment, on est tous élus inquiets, puisque nous devons prévoir un budget prévisionnel, alors que le budget étatique n'est pas encore établi. Donc il faut comprendre, mesdames et messieurs, qu'il y a un phénomène de cascade. C'est-à-dire que forcément, nous, communes, on va dépendre des dotations de l'État. Évidemment, la région a un regard avec l'État et nous aussi, on a un lien avec la région parce que derrière, on espère des accompagnements pour nos projets en termes de subventions. Il y a également nos partenaires, le conseil départemental du Morbihan. Pour vous donner, monsieur le vice-président au conseil départemental reviendra probablement sur ce sujet. Il faut savoir du jour au lendemain, ce n'était pas prévu, on a eu un impact 56% sur notre épargne nette du conseil départemental du Morbihan. Donc forcément, il y a eu des décisions douloureuses à prendre et ça va avoir des répercussions naturellement sur l'économie. Donc, face à cela, je tiens à vous rappeler que la dette de la France représente 112,2% du PIB, soit 3 228 milliards d'euros. On a même du mal à compter jusqu'à ce niveau-là. Et nous, Campénéac, nous en sommes où dans tout cela? Nous avons un budget de fonctionnement d'1 700 000, un budget d'investissement d'un peu moins de 3 millions d'euros, exactement 2 918 787 pour 2024. Eh bien, on va s'intéresser à notre capacité de désendettement, ce qu'on appelle une capacité dynamique de désendettement. Je souhaite revenir sur ce point-là, parce qu'on nous parle beaucoup de la dette de l'État, et bien la dette de Campénéac, elle en est où? Notre capacité dynamique de désendettement, elle est de 1,6 années. Donc, c'est un chiffre, je tiens à le préciser, très honorable, car une commune est considérée comme faiblement endettée lorsqu'elle est entre 0 et 3. On est à 1,6. La moyenne sur le territoire de Ploërmel, communauté, 3,3. On est à 1,6. Sachez qu'une alerte de la préfecture, elle est déclenchée au bout du chiffre 10. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cela? 1,6. On peut se dire, c'est une commune qui n'investit pas. Vous vous doutez bien, on a vu des choses, j'espère, vous avez constaté des améliorations dans votre vie quotidienne. Donc, derrière, ça veut dire que oui, il y a de l'investissement, mais en revanche, on est
extrêmement précis dans nos dépôts de dossiers de financement pour obtenir des subventions. Et on se tourne aussi vers des projets raisonnés, des projets raisonnés qui répondent aux besoins et à la taille de notre commune. Donc, il y a un autre indicateur qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement nette, pour notre commune, elle est de 183 € par habitant, alors que la moyenne de la strate, elle est à 106 € par habitant. C'est bien, mais on souhaite améliorer ce score, et c'est déjà bien. Alors, notre situation financière, elle est rassurante, mais pour autant, on est extrêmement prudent au vu du contexte national et international qui est peu réjouissant. C'est la raison pour laquelle, maintenant je vais vous donner le cap de 2025, on priorise. Vous connaissez le pôle, on en a beaucoup parlé du pôle périscolaire et donc de la création de l'unité de fabrication qui est mutualisée avec la commune de Baignon. Eh bien, cette unité de fabrication des repas que vous voyez déjà, qui fait partie maintenant du paysage urbanistique de notre commune, il sera réception de chantier fin janvier, là, 2025, avec une livraison des repas en liaison chaude. Pour nous, elle sera opérationnelle après les vacances d'hiver, donc le 24 février 2025, c'est en route. Le recrutement du responsable du pôle de restauration a eu lieu. Il débutera ses fonctions dès la semaine prochaine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un travail préparatoire d'installation. On n'arrive pas et on ne prépare pas tout de suite le repas. Vous comprenez cela aisément. Alors, c'est un beau projet. C'est un projet important pour nos deux communes. Vous voyez, ça, c'est un exemple d'un projet où on souhaite apporter des repas équilibrés avec des circuits courts. C'est une préoccupation des deux communes et on a décidé de travailler ensemble pour avoir justement un investissement raisonné pour nos finances. La deuxième phase, là pour la partie campénéale, c'est la rénovation de la salle des fêtes qui va débuter dans la foulée en février 2025 et jusqu'en décembre 2025. Donc cela signifie que la salle ne sera plus disponible, toute la partie qu'on appelait la partie carrelage, elle est vétuste, il faut la rénover. Elle a fait son temps et elle a été très bien utilisée. La salle ne sera plus disponible à la location et l'usage de la salle parquet sera lié vraiment à l'avancée des travaux. Madame Lemoine, qui est très investie sur le sujet, adjointe à la vie associative et aux affaires scolaires, se tiendra à la disposition des associations, des agents municipaux, évidemment tous les élus également, en charge du périscolaire, et elle saura rester vigilante pour qu'il y ait le moins de contraintes possible. Donc, je crois que la communication nous permettra évidemment de pallier peut-être des dysfonctionnements possibles, mais on sera réactif. Un deuxième projet, c'est la nécessité, on va lancer ce projet, c'est la nécessité de créer un lieu d'accueil et de convivialité pour les familles des joueuses et joueurs de football. Ce lieu pourrait aussi être mis à la disposition de la vie associative de la commune pour des temps de rencontre. C'est une priorité qui a été établie en raison d'un équipement rudimentaire, très sommaire, avec une absence de sécurité du bâti. Il faut sécuriser les lieux, on n'a pas le choix. Pour les 215 licenciés, sachez que ça concerne une centaine de jeunes. Derrière, c'est 3 équipes seniors masculines, 2 équipes seniors féminines, une équipe U17, une équipe U16, une équipe U14, une équipe U12-13, 2 équipes U10, U11, 3 équipes U8, U9, une équipe débutante U6, U7, 20 dirigeants. On ne peut pas les laisser dans cette situation. Donc ici, il s'agit
de la création d'un bâtiment qui est estimé à 196 561 000 euros, avec l'obtention d'une subvention du conseil départemental du Morbihan à hauteur de 35% du projet, c'est-à-dire de 68 796 035 centimes. Une demande sera faite auprès de la Fédération française de football qui alloue 15 000 euros. Ce qui donne un taux de subvention de 42,63%. Vous savez, mesdames et messieurs, la prudence nous a conduits à attendre la réponse du conseil départemental du Morbihan. Et cette subvention a été votée le 2 décembre 2024. Et pour tout vous dire, ce matin, j'ai reçu la notification du président du conseil départemental avec la plaque pour l'inauguration. Alors, je tiens déjà à remercier chaleureusement notre président, M. David Lapartien. Je tiens vraiment, avec l'ensemble des élus du conseil municipal, à saluer l'engagement du président, de tous les bénévoles du club de football pour leur investissement. Et nous sommes des élus responsables. C'est une question de sécurité, c'est une question de jeunes, c'est une question aussi d'investissement. C'est un engagement, mieux vaut avoir des jeunes au sport qu'ailleurs. Donc, on appuie sur le bouton vert. Derrière, il y a aussi la poursuite du renforcement des dispositifs de sécurité routière afin de ralentir toujours cette vitesse de circulation dans la commune. Au sein du bourg, on se préoccupe aussi des 57 villages, avec notamment la mise en place de radars pédagogiques. Vous avez pu constater, c'est le secteur du pain aux biches. Ils ont été implantés. Au bout de 2 mois, ça nous permettra on espère ralentir la vitesse de circulation et puis ensuite de pouvoir récupérer des données qui vont nous permettre d'analyser tout cela et ça va ensuite être déplacé également dans les villages. Je tiens à remercier chaleureusement M. Pierre Noël, Mme Leloine Lemoine, Mme Chantal Largeau, Mme Chantal Grandvalet qui se sont beaucoup investis sur ce projet. On a aussi pour objectif de renforcer l'accessibilité dans nos établissements recevant du public, c'est-à-dire la mairie, la médiathèque, l'agence postale, l'école, l'église, etc. C'est un travail qui est lissé sur la mandature et qui continue. Merci encore une fois à M. Pierre Noël, Mme Chantal Largeau, M. Pascal Sabi, Mme Isabelle Morindigo et Mme Mathilde Alix. Parce que le travail d'accessibilité, c'est pas en une fois on fait ce travail de mise en accessibilité, c'est un travail qui nécessite de la surveillance, de l'adaptation et une évolution. Vigilance et maintien de l'entretien de notre voirie. Je regarde Monsieur Pierre Noël, qui va nous dire toujours, Madame le maire, il y a combien de kilomètres? 59 kilomètres. Donc, lorsqu'on est une commune qui est centrée, eh bien, la gestion, le coût financier de l'entretien de la voirie, eh bien, est raisonnable. Lorsqu'on a une commune qui est étendue, avec ses 59 kilomètres, vous comprenez l'effort financier qu'il faut y associer. Donc derrière, c'est quoi? C'est le curage des fossés, c'est le point d'attente, c'est les accotements, c'est la réfection de la voirie. On a pu investir pour le tout 120 000 euros cette année. Alors notre investissement maintenant, vous avez compris, au vu de la conjoncture, sera contraint par la suspension des aides du conseil départemental du Morbihan pour l'entretien de la voirie hors agglomération. Donc il faudra qu'on priorise encore une fois. Et là, M. Pierre Noël a perdu son sourire. Alors, ensuite, protection de notre patrimoine culturel. Je regarde naturellement Père Gilda, aussi nos paroissiens. Il y a un travail à faire en termes de restauration des cloches.
qui nécessite une restauration manifeste. Celle-ci, elle est programmée sur 3 années, avec une première phase en 2025. Et je remercie le conseil départemental qui a alloué une subvention à ce type. Je poursuis. Arrivée de la fibre optique. Ah, on l'attendait. Qui est prévue en 2026. Début des travaux sur toute l'année 2025. Donc, il y aura un travail aussi en termes d'élagage. Je vous le signale. Ensuite, il y a une autre thématique importante, c'est la finalisation de la BAN, c'est-à-dire la base d'adressage nationale. Ça sert à quoi? C'est important pour votre sécurité, mesdames et messieurs. On doit aller vers une sécurité de votre adresse. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, soit de dénomination, une erreur potentielle de numérotation, ça veut dire que derrière, il y a une répercussion sur les indications GPS. Qui dit GPS, pensez que si on a la nécessité de faire appel au service de secours, le centre de secours de Campagnac peut être bipé, mais ça peut ne pas être eux. Donc on ne peut pas se dire « Oh, on a un centre de secours de Campagnac, eh bien, ils connaissent. » Pas nécessairement s'ils sont appelés avant sur d'autres communes. Donc, c'est une question sérieuse. Deuxième élément, c'est aussi important pour la connexion à la fibre. Et puis, un troisième élément, c'est pour la sécurité aussi de vos livraisons de vos biens. Donc, pour ce travail qui va être finalisé là, janvier-février, sachez que je tiens à remercier Madame Chantal Grandvalet, qui s'est énormément investie, c'est un travail de fourmi, et accompagnée de Monsieur Benoît Mounier, aussi conseiller municipal. Ils ont fait un duo de choc sur ce sujet. Et aussi en présence de Madame, je tiens à la remercier, Madame Florence Bayon-Chalin, qui est notre collaboratrice administrative. Et puis, on a été aidé par l'agence postale, par les services de la Poste, veuillez m'excuser. Concernant le CCAS, qui est mené, le CCAS, par Madame l'adjointe, Madame Chantal Largeau. Cette commission du CCAS, elle est constituée de Monsieur Stéphane Jugel, Madame Laurence Picard, Madame Isabelle Morindigo, Monsieur Michel Delaguerre, Madame Marina Galté, Madame Marie-Jo Picard, Madame Stéphanie Leté. Vous savez, c'est un travail de discrétion, évidemment. Donc c'est un travail qui ne se voit pas. C'est un travail qui est exercé avec le plus grand professionnalisme. C'est un travail aussi, Madame Largeau, de fourmi, qui nécessite une disponibilité. Donc, je tiens vraiment à ce que vous les remerciez, parce que vous avez tous les membres désignés du CCAS derrière. Donc, je vous demande vraiment de les applaudir, parce qu'ils se chargent quotidiennement des affaires les plus délicates au niveau social pour la commune. Les éléments les plus visibles du rôle du CCAS, évidemment, c'est l'organisation du repas des aînés. C'est un repas qui est important, c'est un repas de convivialité, on y tient. Mesdames et messieurs, nos aînés, vous êtes toujours fidèles, très nombreux, ça danse, c'est toujours convivial, monsieur le député, toujours au rendez-vous. Merci beaucoup. Une chanson est toujours attendue. Et puis, vous savez, par le CCAS, il a été géré la mutuelle communale avec Solimut, avec 33 adhésions. Les nouvelles permanences seront proposées et indiquées, précisées dans le bulletin municipal. Madame Chantal Largeau et son équipe travaillent toujours avec une volonté de mettre en place des ateliers de prévention, de bien-être tout au long de l'année. Ça va continuer. Il y a aussi une participation à l'organisation de la Semaine Bleue avec Bleu Hermel Communauté. Merci, Monsieur le Président. C'est même pas une Semaine Bleue, ça a été un mois bleu. Tellement il y a eu des événements qui ont été répertoriés sur l'ensemble des communes de Bleu Hermel Communauté. Donc, merci à vous, Monsieur le Président. Et quel enthousiasme
du Club de l'Oyon, Monsieur Guérino, président de l'Amicale de l'Oyon, qui motive ses troupes. Ils sont toujours au rendez-vous et on tient aussi à remercier les adhérentes et adhérents de la gymnastique adaptée. Monsieur le Président, sachez que nos anciens sont au taquet. À Campénéac, il y a du sport. Carton plein. Maintenant, un mot pour la commission culture. La commission culture qui est menée avec beaucoup d'engagement et de conviction par Madame Cécile Loire. Derrière, il y a Monsieur Bruno Gabard, premier adjoint, Madame Isabelle Morandigo, Monsieur Stéphane Jugel et Madame Sandra Dragon, avec 4 moments clés. Alors, premier moment clé, c'est toujours 4 thématiques. La commission culture essaye toujours d'offrir cette diversité. C'est-à-dire quoi? Une diversité culturelle se manifeste par un événement en lien avec la lecture, un événement en lien avec l'exposition photo, un événement en lien avec le théâtre et un 4e moment qui est en lien avec une nouvelle version, le cinéma plein air. Alors, 4 moments clés pour l'année 2025, vendredi 24 et le samedi 25 janvier. Il y aura les nuits de la lecture à l'Oiseau-Lire sur la thématique nationale des patrimoines. Et à cette occasion, j'invite fortement, n'est-ce pas Cécile, les Campénéacois et Campénéacoises à participer à ce premier atelier multigénérationnel. Alors, Madame White vous attend, parents-enfants, grands-parents, venez avec vos petits-enfants pour des ateliers de peinture, de maquettes sur la thématique du vitrail, puisque c'est en lien cette année avec le patrimoine. Merci Père Gilda, merci également Père Simon d'avoir accepté qu'on puisse consacrer ce temps d'atelier au sein de l'Église. Donc ce sera le samedi 25 janvier de 10h à 12h. Ensuite, le samedi 15 mars à 20h, il y aura le premier spectacle, le premier One Woman Show à Campénéac. Il y aura plein de fous rires, des fous rires garantis. Elle insiste bien, Madame White. Les places sont disponibles à l'accueil de la mairie. En mai 2025, ce n'est pas fini. Lancement de la nouvelle exposition en plein air des dessins croqués toute l'année 2024 à Campénéac par les croqueurs du pays de Ploërmel qui sont là ce soir. Et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement parce qu'ils nous ont suivis toute l'année sur les différents événements. Merci beaucoup les croqueurs du pays de Ploërmel. Et enfin, le vendredi 6 juin 2025, la première édition du cinéma plein air a eu du succès. Eh bien, rendez-vous. Vous avez dit oui, ça nous a plu. On est au rendez-vous. Donc, il y aura une nouvelle soirée de cinéma en plein air. Maintenant, mesdames et messieurs, j'arrive au bout de ce long projet, de ce cap de 2025. Je me pose parce que c'est un moment important. C'est un moment qui est dédié au merci et à une reconnaissance. Alors un petit clin d'œil à mon fils, parce qu'il m'a dit ce matin, maman, hein, pas trop d'émotion, hein. Je dis ah non, c'est bon. Non. Je fais au mieux, Clément. Donc je tiens à remercier toute cette équipe municipale qui est toujours avec des réunions parfois qui tardent, des débats. On est parfois d'accord, pas d'accord. Mais qu'importe, on avance ensemble. On est heureux de travailler ensemble. Et je suis extrêmement chanceuse de vous avoir à mes côtés. Et je pense que... J'espère que vous, mesdames et messieurs, vous êtes satisfaits de ce travail qui a été fait depuis notre arrivée en 2020. Je tiens à remercier... Derrière cette équipe municipale, derrière c'est des familles, des époux, des épouses, des enfants, des parents,
qui nous voient un peu moins, mais parce que on le fait avec conviction, on aime ce qu'on fait, on est heureux d'être là pour vous servir, pour être à votre écoute, mais évidemment, ça nécessite du temps. Je tiens à remercier aussi chaleureusement les agents municipaux qui nous aident tous les jours dans ce travail au quotidien, et je tiens à saluer le départ en retraite de Monsieur Noël Guéot, qui est tout au fond. Alors si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Noël Guéot, vous avez, c'est presque toute votre carrière professionnelle ici, à Campénéac, au service des Campénéacoises et Campénéacois. Et également, je tiens à vous rappeler, vous êtes un sapeur-pompier volontaire mis à la disposition du centre d'incendie de secours. Vous avez formé aussi beaucoup d'enfants dans les écoles aux gestes de premier secours. Un grand merci pour tout ce que vous avez. Je tiens aussi à remercier, deuxième départ en retraite, c'est Madame Alice Folleville. Vous la connaissez presque toutes et tous. Madame Alice Folleville est notre, voilà je la vois, notre ATSEM. Elle a beaucoup accompagné les enfants aujourd'hui qui sont parents, et vous avez accompagné leurs enfants. Et donc un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Et nous gardons un très bon souvenir pour votre implication. Merci Madame Folleville. Alors évidemment, nous fêterons cela en cette fin d'année, en fin janvier, ensemble. Alors maintenant, je tiens à remercier tous les bénévoles de l'aide aux devoirs. Merci aux bénévoles de la médiathèque, les bénévoles de la matinée citoyenne. Merci à Chantal Grandvalet. Je pense que Mathilde aussi se joint à moi, vraiment. Il y a un sacré groupe pour la matinée citoyenne. Merci à vous pour tout ce temps consacré. Je tiens à remercier aussi les bénévoles de la paroisse. Je suis extrêmement touchée du fleurissement quotidien qui est fait. C'est un temps consacré pleinement. Vous savez, ce sont des dames qui prennent les fleurs de leur jardin, qui réalisent des compositions magnifiques pour garder ce lieu. Donc merci à ces dames. Je tiens aussi à remercier, donc évidemment derrière toute l'équipe de la paroisse, Monsieur Alain Benoît. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes le maître de cérémonie des commémorations. Si nos commémorations sont si dignes à Campénéac, c'est grâce à vous. Merci Monsieur Alain Benoît. Je tiens aussi, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'ordre hiérarchique à mes propos. Je tiens aussi à remercier nos piégeurs de ragondins, j'y tiens. Ils sont là, c'est Monsieur Hubert Ridan, Monsieur Francis Pongelard. Vous savez, ce sont des bénévoles tous les jours. Tous les jours, c'est un travail quotidien et ils le font bénévolement. Je tiens à remercier tous les présidents et bénévoles des associations, tous nos commerçants qui dynamisent notre centre-bourg. Merci à nos professionnels de santé. Merci à nos équipes éducatives des deux écoles. À tous nos artisans, à tous nos agriculteurs. Et quand je parle aux agriculteurs, évidemment, je fais le lien avec Monsieur Eono, notre référent des agriculteurs pour la réserve communale de sécurité civile. Merci aussi à Monsieur Andréon. Je ne sais plus, je le vois, Monsieur Andréon. Un travail remarquable a été réalisé par lui. Ça regroupe, vous savez, plusieurs communes. Tréorantec, Loyat, Néant-sur-Yvelle, Pimpon, Baignon, Augan également, j'espère n'avoir Concorémont. Eh bien, Monsieur Andréon, vous avez su rassembler tous les casquettes rouges et restructurer tout cela. C'était un temps incroyable que vous avez dédié à cette tâche. Soyez-en remerciés vraiment, Monsieur André.
Et puis, un grand merci à nos sapeurs-pompiers volontaires, évidemment, pour tout le soin, tout l'écoute que vous mettez à la disposition de nos campénéacois. Mon dernier mot, mesdames et messieurs, Campénéac nous rassemble, on le voit ce soir. Par votre présence, ça démontre que Campénéac, effectivement, nous rassemble, nous élus de toutes les communes, vous rassemble, vous, Campénéacois, Campénéacoises. Eh bien, je dis que Campénéac, et j'y crois, Campénéac a une âme, cette commune. C'est une âme qui nous donne envie, à nous toutes et tous, de l'honorer. Belle année 2025. Mesdames et messieurs, soyez heureux à Campénéac. Alors, on va passer à la prise de parole. J'invite M. Patrick Le Diffon, puisque j'ai beaucoup parlé de cœur des communautés et de la contribution, parce que naturellement, nous avons notre chef. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler de la communauté de communes, mais je vous rassure, je vais être bref. Alors je ne vais pas reprendre toutes les salutations individuelles, si vous me le permettez, je m'associe à celle que tu as brillamment faite tout à l'heure. Alors en tant que représentant de la communauté de communes présente sur ce territoire, une belle et grande communauté de communes, puisqu'on représente quand même 30 communes sur l'espace, Campénéac a sa large place. Ça veut dire 30 communes, 43 000 habitants, donc c'est quelque chose d'assez considérable, étendu, je dirais. On a une belle communauté de communes, je tiens à le souligner, tout simplement parce qu'on est une communauté de communes de projets, pas de moyens. On ne donne pas des subventions. Ça, elle le sait très bien, votre mère. On ne donne pas des subventions, par contre, on est capable de pouvoir concourir à des beaux projets. Notre volonté, c'est quoi ? Tirer l'ensemble du territoire par le haut. Faire en sorte à ce que, sur tous les territoires, qu'on soit à Tréhaut-Renteuil, puisque je vois le maire de Tréhaut-Renteuil qui est là, ou à Brignac, ce soit effectivement, soit traité de la même façon. Qu'on ait des lignes de mobilité. N'est-ce pas qu'on a des belles lignes de mobilité ? Agnès s'est battue pour avoir un beau passage sur Campénéac. Elle l'a obtenu, bien entendu, avec pugnacité, comme elle sait le faire. On a aussi, bien entendu, une communauté de communes qui vous accompagne, qui accompagne nos jeunes directement dans les écoles, avec du matériel pour les écoles, des éléments de ce genre. Agnès sait très bien faire, c'est son champ de compétences. Elle est en plein dedans, elle est vice-présidente chargée justement de cette enfance-jeunesse. Elle le fait très bien. Elle le fait très bien, avec pugnacité également, en ayant des dotations, en faisant en sorte à ce que la communauté de communes mette des moyens pour que notre jeunesse puisse avoir différents éléments pour permettre justement de s'épanouir pleinement. Et c'est ainsi qu'on le conçoit. Et comme je le répète, de cette fois-ci, de Ménéac jusqu'à Plouermel, en passant bien entendu par Guillier ou Loya, personne n'est épargné, personne n'est oublié. C'est surtout dans ce sens-là qu'on tient à travailler. En tout cas, si j'ai des choses à dire sur cette communauté de communes, c'est bien la volonté que tous et toutes, je parle de tous les acteurs, conseillers communautaires, conseillères communautaires, et particulièrement tous les vice-présidents, qui ont chacun, je dirais, un champ de compétences auquel ils travaillent avec pugnacité. Moi, c'est simple, je suis que le président, je fais rien, je les laisse faire. J'organise les choses, je les regarde faire, faisant en sorte à ce qu'ils ne débordent pas trop quand même, mais financièrement, je veux dire, mais quelque part, je dois avouer qu'ils le font avec véritablement enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme qu'on retrouve directement sur notre territoire. Quand on arrive à faire ce qu'on a fait en termes de mobilité, j'en suis pas peu fier, j'ai tendance à dire, j'y suis pour rien, j'ai eu une vice-présidente qui l'a bien fait. Quand on voit un petit peu le travail qui a été fait, notamment pour l'accompagnement de la jeunesse, au
auprès des écoles, la jeunesse, auprès justement de tout ce qui est accompagnement périscolaire et ou les vacances, avec une équipe qui fonctionne bien. Mais l'équipe, si elle n'a pas un chef, ça ne marche pas bien. Et le chef, c'est le vice-président qui est en charge de tout ça. Je n'épargnerai pas non plus mes autres vice-présidents qui sont présents, que ce soit celui chargé de la culture sport ou de la santé. Pas facile la santé. Quand on doit s'occuper de la santé dans un monde où tout part un petit peu en vrac, c'est pas ça, n'est-ce pas Jean-Michel? Pour autant, bon, on essaie de faire avec nos moyens, faire en sorte à ce que l'enthousiasme soit là et qu'on s'y retrouve. Alors la communauté de communes, c'est effectivement aussi une part d'économie. Et je vois mon ami Régis Denoy, ici présent, qui a su mettre une belle entreprise ici sur Campéliac. Si ça s'est fait, c'est parce qu'on a su travailler en bonne intelligence et qu'aujourd'hui, il se trouve très bien sur le territoire. C'est aussi des travails avec différents partenaires qui soient locaux ou qui soient directement, je dirais, d'envergure plus importante. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de donner du travail à tout le monde, donner du logement à tout le monde, et faire en sorte à ce que sur notre territoire, on s'y retrouve. Je n'oublierai pas les pompiers. Je n'oublierai pas les pompiers parce que pour moi, le SDIS, c'est aussi important. Et je tiens à rassurer pour ceux qui avaient quelques inquiétudes, c'est pas parce qu'on a prévu de faire une grosse caserne à Bleu-Herbel qu'on va faire qu'une seule caserne sur le territoire. C'est évident, hein, la communauté de communes, c'est 6 casernes quand même, hein, c'est pas rien. C'est assez important, mais pour autant, je suis complètement ce à quoi j'ai évoqué, avec qui j'ai évoqué dernièrement, c'est-à-dire le président l'appartient, sur la clé de répartition. On ne touchera pas aux petites casernes, bien entendu, on les maintiendra. On les maintient à niveau, et c'est aujourd'hui du champ de compétences de la Comcom, on assume pleinement notre rôle, et on continuera à assumer dans ce sens-là. En tout cas, juste, je ne vais pas être trop long parce que effectivement, je n'aurais pas doublé Ania quand même dans le tempo. Je tiens à vous rassurer, cette communauté de communes, elle est à votre service. Il y a des choses qui sont faciles, des choses qui ne sont pas faciles, mais pour autant, on est là véritablement pour créer l'enthousiasme un peu dans ce cadre-là. Et je tiens à vous rassurer, votre maire, elle est véritablement largement présente dans cette communauté de communes, largement présente dans tous les débats que l'on peut avoir, et ils sont nombreux et réguliers dans les différents domaines. Et vous n'êtes pas les oubliés du territoire, je peux vous l'assurer. En tout cas, je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci, Monsieur le Président, de toutes ces précisions. J'invite à présent notre président de l'Association des maires du Morbihan et également le vice-président du conseil départemental, naturellement du Morbihan. Merci Ania, merci Madame le maire pour cette gentille invitation. On s'était téléphoné un matin très tôt, tu allais au travail. Je me dis, est-ce que tu es libre le 4 janvier au soir? Je dis oui, tu es la première à m'inviter, donc j'ai honoré l'engagement que j'avais pris auprès de toi. Merci, je voudrais féliciter toute l'équipe, tous les beaux projets que tu as présentés tout à l'heure, les réalisations et puis les projets à venir. On est maires tous les deux, on est conseillers départemental tous les deux, on siège depuis 2021 dans cette assemblée départementale. Mais la fonction de maire, je ne sais pas s'il y a plus beau que ça. Moi, je suis maire depuis bientôt 11 ans. Et quoi de plus beau que de structurer notre environnement, d'améliorer les équipements pour nos habitants, d'agrandir une cantine, de mettre une salle polyvalente un peu plus moderne, enfin d'améliorer les écoles, le restaurant scolaire, enfin que des projets quotidiens qui touchent les uns et les autres. Et je ne sais pas s'il y a plus beau comme fonction d'élu que de l'exercice de la fonction de maire. Mais c'est pas simple pour tout le monde. Il y a des élus en France et dans le Morbihan aussi qui sont un peu malmenés, qui sont un peu chahutés par des administrés qui supportent pas une réponse négative ou qui supportent pas un délai de réponse un peu long et puis qui sont un peu agressifs, qui se lâchent un peu sur les réseaux sociaux ou parfois même par courrier. Je trouve que depuis le Covid, je trouve qu'il y a des filtres qui ont un peu disparu et du respect qui est un peu loin de nous, donc c'est pas acceptable. Et donc l'association des maires que je représente ici aujourd'hui, j'ai pris la succession d'Yves en octobre 2023. L'association défend les élus qui sont malmenés, et c'est pas acceptable parce qu'on est vraiment là pour servir une collectivité, pour servir des administrés et puis organiser la vie de demain.
Et même si on peut ne pas plaire à tout le monde, parce qu'on n'a pas eu 100% des voix, enfin, c'est ce que je dis souvent aux élus, on n'a pas été élus avec 100% des voix, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui préféraient peut-être quelqu'un d'autre à nous. C'est comme ça, en tout cas, l'exercice de la fonction fait que on est en place et on travaille pour tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas forcément souhaité qu'on occupe ce poste. Donc les commentaires un peu déplacés vers les élus ne sont pas acceptables. Et puis on a avec la préfecture, avec la gendarmerie nationale, avec les procureurs de Vannes et Lorient, on a signé une convention il y a presque un an pour protéger les élus. On ne demande pas à être des citoyens supérieurs aux autres, mais on demande à ce que quand il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qu'on soit vraiment entendu par la gendarmerie, et c'est le cas. Il y a des procédures qui sont suivies des faits, et des condamnations, et puis c'est comme ça, et ça s'entend. Voilà, moi je voudrais en tout cas vous dire que l'association est à vos côtés. Et puis en prenant ma casquette de conseiller départemental, tu l'as évoqué tout à l'heure, la situation financière du département du Morbihan n'est pas celle d'il y a un an, parce qu'il y a eu une baisse des droits de mutation et on était dopé depuis 2021 par des droits de mutation. Vous savez, c'est la partie frais de notaire que les uns et les autres que nous payons tous quand on achète un bien immobilier. Et puis il y a eu, après le Covid, beaucoup de transactions, une augmentation des prix de l'immobilier, et puis par effet cascade, et ben, des dotations dopées, exceptionnelles, qui ont donné des aises financières au département du Morbihan. La situation a changé, une crise économique, financière, politique maintenant, qui s'installe, fait que les dotations ont diminué, et les augmentations, notamment dans le milieu social, notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, font que cette marge de confort, ce matelas, a fondu avec la baisse des recettes et l'augmentation des dépenses, ce qui fait que pour l'année 2025, le président Lapartien a annoncé dans le plus concret des maires, on suspend, on gèle les aides aux communes, sauf les engagements qui sont déjà pris. Je vois que tu as fait tes demandes au bon moment, et tu as bien fait, parce que pour des projets comme tu les as décrits tout à l'heure, c'est vrai que l'aide du département à 35%, ça fait basculer, ça fait arbitrer un aménagement et une décision d'un conseil municipal. En tout cas, j'espère qu'on reviendra à meilleure fortune en 2026. En tout cas, pour l'année 2025, on a un peu serré la vis, et puis tout en accompagnant quand même les associations, ça ne changera pas. On accompagnera tous les projets culturels également, et puis toute la réflexion du patrimoine, parce que c'est aussi notre ADN dans nos communes que d'entretenir nos chapelles, nos églises et puis les autres monuments. Et là, le département restera au rendez-vous pour accompagner. En tout cas, je remercie encore une nouvelle fois pour cette gentille invitation. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je suis Pénal qui est en bonne voie pour réaliser des projets structurants. Merci Ania et merci à tous. J'invite à présent Monsieur le Sénateur, Monsieur Yves Lenfeld. Merci Ania de me donner la parole. D'abord, toutes mes félicitations pour ce que tu viens de présenter, à toi et à toute ton équipe. Bravo pour ce que vous faites. Bonsoir mesdames et messieurs. Rapidement, vous dire que dans cette période de vœux, on revient toujours un petit peu sur le rétroviseur en regardant un petit peu cette année compliquée, particulière qui vient de se passer. 2024, on retiendra tous des événements très sympathiques, des beaux événements. Je retiens ces moments de commémoration des 80 ans de la libération de la France. On est aujourd'hui dans un pays libre, un pays en paix, et il ne faut pas oublier ce que nos prédécesseurs ont fait, notamment nos grands-parents et nos parents, pour faire que ce pays soit en paix comme il est aujourd'hui. On a eu ces magnifiques Jeux Olympiques qui ont laissé des images partout dans le monde magnifiques, et on pouvait être fiers d'être français. Et puis on a eu cette reconstruction en un temps record de la cathédrale, d'abord en saluant le travail des pompiers qui ont défendu ce lieu pour ne pas que ça soit trop grave, mais malgré tout, ça a été quand même un gros chantier. Et puis je voudrais aussi mettre l'accent sur ce savoir-faire français, cette excellence des métiers manuels français. On a montré plein de bons côtés. Puis on a aussi montré des mauvais côtés, pas simplement de notre faute, mais si on prend l'ambiance internationale, les guerres un peu partout dans le monde,
toujours des guerres aux portes de l'Europe, avec l'Ukraine et la Russie, des guerres dans le Moyen-Orient, et puis ça n'a pas l'air de s'arranger parce que d'autres pays sont en train de rentrer dans le... Tout ça déstabilise complètement l'ambiance géopolitique internationale. On pourrait rajouter aussi des modifications substantielles à venir avec un changement de présidence aux États-Unis. Deuxième élément qui inquiète et qui nous inquiète tous beaucoup, c'est la montée en puissance de violence. Fabrice, tu as parlé de la violence vers les élus, mais c'est d'une façon générale, dans cette société, il y a une dérive complète vers une augmentation de la violence avec une graduation. Ça commence à faire peur, hein, on parle des fameux narcotrafiquants avec les crimes produits dans ce genre de situation, mais c'est aussi les violences faites aux femmes, avec ce procès emblématique, le procès de Mazan, cette année, enfin en 2024. Tout ça se montre qu'on est dans une société en dérive et qu'il est inquiétant et qu'il est temps de se ressaisir parce qu'on ne peut pas continuer avec cette dégradation. Et puis, dans les mauvais souvenirs de 2024, sur l'économie, parce que ça a été abordé par Patrick, l'économie jusque-là allait quand même globalement bien, mais le Morbihan est touché par des plans sociaux. Moi je pense aux salariés de Michelin, je pense aux salariés de la fonderie de Bretagne à Codan, voilà des premiers signes que, attention, la crise économique peut redémarrer et on peut être en situation compliquée. Bien sûr, ne pas oublier nos collègues de Mayotte, parce qu'avec cette catastrophe climatique qui nous rappelle que depuis quand même un certain nombre d'années, nous avons des événements climatiques de plus en plus fréquents, avec certains qui ont des conséquences gravissimes. Mayotte, il faudra tout reconstruire, un pays qui a été complètement détruit. Voilà le portrait de 2024, avec des choses bien, mais des choses pas bien. Soyons conscients que ces éléments-là doivent être des révélateurs sur nos changements et nos actions à venir. J'aurai 3 vœux, puisqu'on est en période de vœux, sur nos missions, et je m'adresse à Paul ou à Simon, que j'ai vu tout à l'heure. On est en responsabilité quand on est des élus nationaux, et moi j'aurai 3 vœux. Le premier, c'est de voter le budget. Dans quelques jours, on va se remettre à travailler sur les dossiers budgétaires, en rappelant quand même 3 éléments marquants, indispensables à avoir à notre connaissance. La première, c'est que la dette, tu l'as dit, est abyssale. On n'arrive même plus à compter tellement le chiffre est énorme. Le poste des intérêts de la dette va devenir le premier poste de dépense de la France. Dans 1 an ou 2, il est déjà en 2e position. C'est vous dire que la situation est gravissime. Et il faut en être conscient. Le deuxième élément, c'est que la dépense publique fait partie des pays qui a la dépense publique par habitant la plus importante. Et pourtant, en satisfaction, on n'est pas au rendez-vous. Ça veut dire qu'il faut revoir quand même globalement notre dépense publique et en tout cas essayer de l'optimiser. On dépense trop d'argent dans souvent des actions qui ne sont pas très efficaces. Et puis, le troisième élément, c'est les recettes. On pourrait, bien sûr, très facilement augmenter les impôts. Et je pense qu'on est à un stade, le premier élément, c'est le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On est à un stade où on n'a plus les moyens d'augmenter la fiscalité. On fait aussi là partie des pays qui fiscalisent le plus, même s'il y a sans doute de la justice fiscale à trouver sur les très hauts revenus. Et je pense qu'il faudra sans doute trouver des solutions. Mais avec ces 3 éléments-là, en conscience et en responsabilité, en conscience et en responsabilité pour les élus nationaux, il faut absolument qu'on arrive à voter ce budget, sinon le pays va être paralysé et on va rentrer dans des situations gravissimes. Le deuxième vœu, c'est que ce pays se simplifie. On a construit une usine à gaz avec la France depuis 30, 40, 50 ans. Pourquoi je dis une usine à gaz ? Le Sénat a démontré tout récemment, par une étude approfondie, qu'on pouvait aller chercher 80 milliards d'économies si on simplifiait le fonctionnement de ce pays. Vous savez que M. Barnier a sauté avec son gouvernement il n'y a pas longtemps, qui cherchait 65 milliards d'économies. La simplification, la réénorme, la suppression d'un certain nombre de choses nous permettrait de faire des économies. Je vais prendre juste un exemple. Vous avez vu que pour Mayotte, on est obligé de voter une loi spéciale. Pourquoi on vote une loi spéciale ? C'est parce que si on veut reconstruire vite ce pays, on ne peut pas le faire au rythme que l'organisation de ce pays nous donne aujourd'hui.
Ça veut dire que plus rien ne fonctionne dans ce pays. Quand on fait une gigafactory à Dunkerque pour construire des batteries, parce qu'on a pris 10 ans de retard sur la Chine, eh bien on vote une voie spéciale. Quand on veut développer des énergies renouvelables dans ce pays pour aller vite, pour être au rendez-vous de la COP 21, eh bien on vote une loi spéciale. Ben moi je formule un vœu aujourd'hui, c'est qu'on vote une loi spéciale générale dans ce pays pour qu'on simplifie les choses et qu'on aille plus vite. Et puis le troisième, oui, ça te fait sourire Paul, mais c'est important, je pense qu'on ne peut pas continuer comme on est là aujourd'hui. Et le troisième vœu que je formule, c'est celui qui est en lien avec un moment fort de la politique en 2024. On a quand même le pompon rouge en 2024. 4 gouvernements, 4 premiers ministres. On n'a jamais vu ça. Il est temps de ramener de la sérénité dans ce pays, il est temps que ce pays fonctionne normalement et qu'on donne une autre image. Parce que le français est mécontent souvent, mais regardons objectivement ce qui se passe dans ce pays. On a quand même la chance d'habiter en France et soyons fiers et essayons de ressaisir collectivement. En tout cas, c'est le vœu que je fais pour finir. Et pour finir, vous souhaitez à toutes et à tous une excellente année 2025 et puis surtout la santé. Merci. On arrive quasi à la fin. Monsieur le député. Le mot de la fin pour Monsieur le député Paul Molac. Et puis ensuite, nous allons passer à la cérémonie de remise des médailles communales. Donc, bonsoir à tous, et je pense en particulier à ceux qui sont debout. Ça dure depuis un certain temps déjà. Donc, bravo au conseil municipal et puis la vie à Campagnac, qui est effectivement. Campagnac est une commune qui est connue dans le pays de Plermel et qui est reconnue pour son aspect convivial. Donc, et je vous dis ça puisque je suis un vieux habitant du pays de Plermel, et donc on venait faire de nous un certain nombre de fêtes à Campagnac quand j'étais un peu plus jeune. Alors, vous avez dit que vous vouliez une année 2025 étincelante et pétillante. Alors, je pensais à moi-même, bon, pas trop à l'Assemblée nationale quand même, hein, parce qu'on a déjà donné. S'il pouvait se calmer un peu, alors c'est vrai qu'on a fait certaines réflexions à certains, parce que ce sont des mots inacceptables, déplacés, et qui ne sied pas dans une enceinte qui est celle de la démocratie. Pour autant, je dirais que le temps de la Ve République est quand même quelque peu révolu. Et que le résultat que nous avons eu en 2024, c'est le résultat de la fragmentation du pays. Avec effectivement des extrêmes qui sont en train de monter, que ce soit dans certains territoires, que ce soit aussi dans certaines banlieues. Et donc, je ne crois pas qu'une autre dissolution pourrait simplifier la chose. Donc, la question est, dans ces cas-là, puisqu'on a une assemblée fragmentée et que sous la Ve République, en gros, le président avait des députés, et les députés, on les appelait des godillots. Donc, ils votaient ce que le président voulait. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, je crois qu'il faut changer de méthode. Et la méthode, plutôt que de trouver un Premier ministre, faire un casting avec un gouvernement, et puis après, d'essayer d'avoir des députés et de faire un programme, il faudrait peut-être faire l'inverse. Commencer par un programme, essayer d'avoir une majorité de députés à un moment donné, y compris quelquefois en disant « bon, on ne votera pas la censure », et puis, après, eh bien, faire un casting. Mais on fait l'inverse. Avec un choix dans le casting qui, moi, m'a un peu dérouté, je dois vous avouer. Parce que certains dont j'ai vu le passage, par exemple, par Barcelone et qui reviennent, ça fait quand même un peu curieux. Donc, voilà, on se demande. Alors, certains ont dit que c'était pas un gouvernement, que c'était une recyclerie, j'exagère sans doute, mais tout de même, il y a des choses qui, me semblent, on aurait pu faire les choses de façon bien meilleure. Et donc, moi, je plaide pour une autre méthode. Alors, la méthode, je dirais que c'est la méthode bretonne. Pourquoi je vais dire ça? Parce que les Bretons, ils sont capables de se mettre d'accord. Alors, quand tu es au Sénat, ils me disent « Ah oui, mais vous, les Bretons, de toute façon, vous êtes différents, vous n'êtes pas pareils que les autres. » Ah bon? Est-ce que par là, on serait meilleur? J'en suis pas persuadé. Mais au moins,
on a cette capacité à s'arranger quand on voit qu'il y a un bon projet, on ne s'occupe pas de savoir lequel le porte, on le soutient. Et ça, il paraît que les autres ne sont pas capables de le faire. Et que dans d'autres régions, tu n'es pas de mon bord, donc si tu as un projet, je te le soutiens pas. Et évidemment, dans ces cas-là, il n'y a plus d'intérêt général. Et donc, en Bretagne, on a le sens de l'intérêt général. Alors ça peut être quelquefois, je dirais, dans le bon sens, ça peut aussi être pour refuser quelque chose. Vous avez sans doute entendu parler de l'écotaxe. C'était une taxe, on voulait taxer les 4 voies qu'on avait construites avec nos impôts. Donc on les faisait payer 2 fois. Il y a un moment donné où il ne faut pas se moquer du monde. Et donc les Bretons ont dit non, et effectivement l'écotaxe est tombée. Mais c'était, je dirais, pour notre intérêt général, à nous pour le coup, puisqu'on aurait payé en fait pour les transports globalement en France, alors que nos 4 voies, c'est nous qui les avons payés avec nos impôts départementaux, nos impôts régionaux et les dotations d'État. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Et puis, je vais faire un parallèle, puisque je suis aussi conseiller régional, par rapport à ce qui se passe à la région Bretagne. Quand le président Loïc Chenet-Girard a été élu en 2021, il n'avait pas de majorité absolue. Il avait 40 conseillers et 83, c'est l'ensemble des conseillers, donc pas de majorité. Le dernier budget qui a été voté, un budget compliqué, puisqu'on a décidé de mettre 56 millions d'économies, c'est ce que nous avait demandé le gouvernement. On les a provisionnés de façon à ne pas être pris au dépourvu. Et ce budget, il a été voté par 45 conseillers et une dizaine se sont abstenus. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le président de région, il est humble, il discute et il essaye d'arranger les contraires. J'aimerais qu'on ait le même esprit à l'Assemblée nationale. Je pense que ça nous éviterait un certain nombre de choses. C'est pour ça que je n'ai pas voté d'ailleurs la motion de censure du gouvernement Barnier, parce que je savais très bien qu'ensuite viendra un autre gouvernement qui serait aussi dans la peine et dont certains disent qu'il ne passera pas l'hiver. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est pas une catastrophe totale, je vous rassure, les pensions de retraite seront payées. L'État payera ce qu'il doit à peu près. Mais, comme l'a rappelé Yves, ça va nous coûter plus cher en intérêt de la dette. Les impôts seront toujours prélevés, hein. Vous ne faites pas trop d'illusions non plus, vous continuerez à les payer. Par contre, ça n'avance pas au niveau de l'Assemblée nationale, puisque les dissolutions, après les recompositions, le gouvernement qui n'est plus là, etc., on voit bien qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à mettre en place. On a par exemple une loi sous le coude pour essayer d'améliorer encore les choses et lutter contre les déserts médicaux. Bon, ben, il faut qu'on ait un gouvernement pour pouvoir la sortir. Donc on voit bien qu'on n'arrive pas, si vous voulez, on perd encore du temps. Pour la question de la réglementation, parce que ça c'est effectivement très très important. Ça nous coûte énormément d'argent. Cette réglementation, c'est assez simple. Il faut que les fonctionnaires qui sont à Paris, qui travaillent au gouvernement, ils en font moins, et il faut donner leur pouvoir aux élus locaux. Sinon, c'est pas compliqué. Ce sont des gens consciencieux qui font leur travail. Je ne leur reproche pas de ne pas faire leur travail, ils le font, mais ils sont payés pour faire de la norme. Et on s'étonne qu'ils fassent de la norme. Ben non, ils en font, forcément. Et ils vont en trouver, et ils vont toujours trouver quelque chose vers l'absolu qui sera encore meilleur. Sauf que le problème, ça nous coûte combien ? Pour faire un projet, au lieu de le faire en 6 mois ou en 1 an, il nous faut 2-3 ans. C'est 2 ans de perdu par rapport aux autres pays, par rapport à tout simplement nos entreprises. Et on a vu tout à l'heure qu'on commence à avoir, y compris dans le Morbihan, même si on est encore protégé par rapport à d'autres, des problèmes de plans sociaux. Donc moi, je ne vois pas d'autre solution que de faire un véritable acte de décentralisation qui soit de donner le pouvoir réglementaire et l'autonomie fiscale aux élus locaux dans les compétences qui sont les leurs. Alors quand je dis ça, je peux vous dire qu'à Paris, on me regarde un peu bizarrement. Ah oui, les élus locaux ne vont pas savoir faire. Oh ben non, forcément. Parce qu'ils seraient moins bons sans doute que nos Parisiens. Parce qu'il y a un certain mépris quand même. Il faut quand même le dire. Un certain mépris pour les gens de la campagne, d'une part, et pour ceux qui ne sont pas parisiens. Mais si on continue comme ça, effectivement, je ne vois pas comment on s'en sort.
Donc un acte de décentralisation fort, avec alors l'autonomie fiscale, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, vous ne pouvez même pas faire votre budget, vous êtes obligé d'attendre que le Parlement fasse véritablement son budget pour que vous sachiez ce qu'on va enfin vous donner. Ce sera peut-être plus simple de vous dire vous avez telle compétence, vous avez tel impôt, vous vous débrouillez pour mettre ces impôts-là, lever l'impôt et faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est de la bonne gestion. C'est ce qui se fait dans tous les autres pays qui nous entourent. Ce sont tous des pays décentralisés avec un fédéralisme. Donc, à un moment donné, je pense qu'on n'a pas d'autre choix parce que je ne vois pas comment l'administration centrale peut se réformer. Je ne la vois pas. Elle va continuer à nous faire de la norme. Elle va continuer à nous faire des choses. À chaque fois, d'ailleurs, qu'on lui demande de simplifier, en général, j'ai l'impression qu'on complexifie. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste. Hein, mais alors, c'est vrai que le pôle breton, quelquefois, on est beaucoup plus là-dessus, nous, mais qu'on a du mal à se faire entendre. Et c'est bien dommage. Voilà, donc on continuera le combat l'année prochaine. On essayera, évidemment, vous ne trouverez pas mon nom dans les journaux pour des paroles excessives que j'aurais pu dire à l'Assemblée nationale. Je suis désolé, je ne passerai pas dans les médias. Mais parce qu'il me semble qu'il faut effectivement un peu, de sérénité, et deux, comme on m'a dit quand j'étais jeune, avant de sortir une connerie, remue 7 fois la langue dans ta bouche, et peut-être que finalement tu ne le feras pas. Donc ça, je pense que c'est un conseil que je pourrais donner à certains de mes collègues députés. Voilà, je vous remercie, et très bonne année à vous en 2025. Alors, nous allons débuter la cérémonie de remise des médailles communales. Celle-ci sera guidée par Nolwenn Lemoigne, en sa qualité d'adjointe à la vie associative. Elle va brièvement, mais vraiment brièvement, parce que le temps est long, je le ressens, brièvement, comment sont déterminés le choix des personnes qu'on souhaite vraiment mettre à l'honneur à Campigny. Bonsoir à tous. Donc voici venu le moment de remercier des habitants de Campéniac qui honorent notre commune pour leur engagement bénévole ou leurs exploits sportifs. Donc je vais rappeler les objectifs de la médaille communale. Donc il s'agit de reconnaître l'engagement bénévole et c'est également le moyen de mettre en lumière à la fois les anciens et les jeunes de Campéniac. Alors comment sont sélectionnées les candidatures ? Les associations sont sollicitées chaque année pour proposer des noms de personnes qu'elles souhaitent mettre en avant. Donc, ces candidatures sont ensuite évaluées par la commission vie associative. Donc, je vais la citer. Donc, Bruno Gabard, Jean-Pierre Delourme, Sandra Dragon, moi-même et bien sûr Madame le maire. Et donc, ces candidatures sont ensuite soumises au conseil municipal pour validation. Le nombre de médaillés reste volontairement limité pour accorder de la valeur à cette récompense. Cette année, donc, la commission vie associative s'est réunie le 19 novembre et a retenu 3 noms. Ces 3 candidatures ont été validées par le conseil municipal le 21 novembre. Alors, je vais inviter à nous rejoindre Gladys Dubois, Madame Gladys Dubois, qui est présidente de l'association Procéliande Rando VTT. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année, comme on dit, 2025 pour démarrer. Et donc, voilà, le diapo démarre. Je souhaitais donc lancer le diapo par cette photo, cette image. Je pense que la personne s'est reconnue. Jean-Claude, tu peux venir ? En fait, pour la petite histoire, donc, je vous présente Monsieur Jean-Claude Derrien, qui est donc membre
Donc, ouais. Donc, Monsieur Jean-Claude Derrien, en fait, il est bénévole au niveau de l'association Brocéliande VTT Rando depuis des années. Bénévole, tailleur, bénévole, enfin bon, bref. Et en fait, la première image que j'ai voulu passer, c'était ta voiture, l'image de ta voiture, parce que tout le monde sait ta voiture, on la connaît tous, on sait que Jean-Claude il est là, il n'y a pas de souci. Enfin bref. Alors, donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on a reçu au niveau de l'asso une demande de la mairie pour mettre en avant quelqu'un, c'est pas forcément évident, mais il y a toujours des noms qui ressortent quand même. Il y a des personnes qui ressortent du lot. Enfin, pas ressortir du lot, c'est pas ça, mais à un moment donné, il y a des gens qu'il faut mettre en avant, c'est obligé. Et toi, tu en fais partie. Peut-être que tu avais un doute, non? Tu t'es pas douté? Donc, en fait, il faut savoir que, donc au niveau de la rando, c'est pas la rando qui a lieu au mois de mai ou le trail au mois de juillet. C'est pas deux organisations qui se font comme ça en claquant du doigt. Il y a quand même du travail en amont. Il y a énormément de travail en amont. Et sans les équipes de tailleurs, de bénévoles, ben, ce serait compliqué de mettre en place, tous les circuits en place. Que ce soit pour la marche, le vélo, la rando, ou la course. Faut oublier personne. Donc, Jean-Claude fait partie de l'équipe des tailleurs. Je suis remontée au niveau des archives dans l'association, où c'est référencé, en fait, les équipes de tailleurs sont référencées depuis 2011, et en fait, ton nom, il ressort toutes les matinées de taillage depuis 2011. Donc, à savoir qu'il y a quand même 4-5 matinées par année de taillage. Donc, c'est un peu de temps à passer. Mais rien que pour ça, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi de te mettre en avant. Et je pense que la médaille, en fait, c'est quelque chose, c'est une récompense. C'est mérité. Tout simplement. Donc, en plus, tu fais partie du niveau de l'asso. Et également, effectivement, je voyais les photos passer, le diaporama. Tu fais partie également de la matinée citoyenne, où tu participes essentiellement aussi pour l'entretien et nettoyer le cimetière. Beaucoup d'autres associations, comité des fêtes et tout ça. Donc voilà. Bravo. Alors, je vais donner le micro. Donc, Monsieur Derrien, nous avons le plaisir de vous remettre cette médaille communale pour vous remercier de votre engagement bénévole. Et nous espérons encore pouvoir compter sur vous de nombreuses années. Merci beaucoup. Alors, pour récompenser notre deuxième médaillé, je vais appeler le Tennis Club de Campagnac, donc Madame Catherine Coléo, qui est trésorière adjointe, et son président, Monsieur Sébastien Houssin. Donc ce deuxième Campagnacois n'est pas informé non plus de cette récompense. Alors je vais appeler mon prédécesseur, Monsieur Nicolas Koletchev, à nous rejoindre. Quelle surprise! Il n'était pas au courant. Nico a été le président du club du tennis
du club du tennis club Campagnac durant 10 ans. 10 années au cours desquelles on l'a vu gagner en compétences, en confiance et en assurance. Et il a été plus bon sur ce poste-là. En effet, pour son engagement et son investissement, Nicolas a permis au club de se développer. Pari réussi puisqu'on compte maintenant plus d'adhérents qu'il n'y en a eu jamais. Alors, on ne veut pas vous assommer avec des chiffres ou autres statistiques, mais avec Nico, le CTC sait. Plusieurs équipes en championnat, de 10 à 65 ans, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des femmes et des hommes. Un coach sportif pour dispenser les cours le mardi et le jeudi soir, un autre coach de cœur pour les cours du samedi, un tournoi Excalibur qui se déroule au mois de mai et qui compte désormais une centaine de participants. Des joueurs viennent des 4 coins de la Bretagne. Une action découverte du tennis pour nos bambins dans les écoles de Campagnac. Une présence assidue au forum des associations, la participation au 13 juillet des pompiers, des visites à l'Open de Rennes avec les enfants, des animations touch tennis et un rôle de juge-arbitre qu'il endosse avec sérieux et que tous les clubs alentours nous envient. Bien que la compétition soit de mise dans le tennis, Nico a mis fin aux petites tensions historiques entre clubs et il a su tisser des liens solides avec tous les présidents des clubs voisins, De Guerre, Plélan, Jocelyn, Moron, sans oublier Pleuhermel. Bref, vous l'aurez compris, Nico a été un président entreprenant, passionné et passionnant. Tout en continuant de travailler à son revers à la fédéraire, il a réussi avec humour et finesse à fédérer l'ensemble des joueurs, joueuses et professeurs. Et ça, c'est un sacré tour de force quand on connaît certains loustiques du club. Opiniâtre et motivé, il n'a pas ménagé ses efforts ni compté son temps pour faire rayonner le club au-delà de Campagnac et surtout auprès de la Ligue de tennis, à tel point que le président de la Ligue régionale de tennis like nos publications maintenant. Audacieux, Nico a su prendre les armes, c'est-à-dire son enthousiasme contagieux et sa diplomatie pour défendre la place de l'entente féminine Campé Jocelyn Moron en pré-régional et tenter de faire évoluer le règlement national. Organisé et prévenant, il veille à notre bien-être et a toujours un mot, une attention pour chacun de nous et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Ainsi, vous l'aurez compris, il nous semblait important de souligner l'investissement de Nico, que ce soit en énergie et en temps, en le mettant une dernière fois à l'honneur et en le remerciant infiniment pour ses années de présidence au sein de notre club, de la famille du CTC. Je suis content de remettre cette médaille qui a pris ma place en tant que président du tennis et vraiment le club a beaucoup évolué depuis. Je te félicite, bravo. C'est grâce à tout le monde lui a mis la main là-dessus. C'est ce qui fait la réussite globale. Bravo. Alors nous allons pouvoir remettre notre 3e médaille. C'est une jeune fille que nous avons souhaité remercier pour sa médaille de bronze au championnat de France 2024 en paradressage. Donc pour ce faire, nous invitons monsieur Hassan Afsa, qui est directeur du comité handisport du Morbihan. Et à ce titre, monsieur Afsa est en charge de développer le nombre de structures accueillantes pour les personnes en situation de handicap à l'échelle du département. Il s'occupe également de la formation et de l'accompagnement des sportifs pour leur permettre d'accéder à la performance et la haute performance. Bonjour, très bonne année à vous. Aujourd'hui, on a célébré un peu Maëlle Dubois, qu'on accompagne depuis 2018. La rencontre s'est faite dans un établissement scolaire. On est allé sensibiliser. Notre travail au comité handisport, c'est d'aller sensibiliser les personnes
jeune au handicap, et du coup on s'est retrouvé au collège, et Maëlle est venue vers moi pour avoir des conseils, un accompagnement sur une pratique sportive. Elle va parler d'elle parce que moi l'objectif c'est qu'elle prenne la parole. On s'est rencontrés donc du coup en 2018, et l'objectif c'était de trouver une solution pour une pratique sportive, d'abord loisir, près de chez elle, et on a trouvé une solution à domicile à côté de Pleurmel, autour de la natation. Alors c'est pas une activité qui lui plaisait, se retrouver dans l'eau, et donc du coup elle a navigué pour trouver sa discipline, sa discipline de cœur était l'équitation depuis toute petite. Alors je me rappelle des premiers échanges, elle ne voulait absolument pas faire de dressage, elle voulait absolument faire de l'obstacle. Alors c'était pas une compétition aux Jeux paralympiques. Donc je lui ai dit, bon bah c'est très bien, si tu veux faire de l'obstacle, va voir la fédération d'équitation, nous on ne pourra pas t'accompagner dans ce projet-là. Bon, on l'a quand même gardé sur le coude, son numéro de téléphone est toujours pas loin, et on s'est dit, bah voilà, la transformation, à un moment donné, les jeunes évoluent, et dans leur parcours, prennent des décisions qui vont, à un moment donné, engager leur parcours sportif. Et donc, du coup, elle s'est mise, il y a 3 ans, 2 ans et demi, sur du paradressage, ici, pas très loin, avec un club para-accueillant. Alors, on le dit toujours, hein, les personnes en situation de handicap, pour qu'elles puissent s'offrir un parcours de sportif, il faut qu'il y ait des clubs qui les accueillent, et donc, du coup, il faut des bénévoles qui puissent ouvrir leurs portes. Il faut aussi des financements pour adapter le matériel. Et donc en fait, c'est tout un réseau de personnes qui participent à la réussite du projet sportif. Moi, je vais te donner la parole, hein, parce que c'est aussi le travail dans l'accompagnement des jeunes qu'on propose. C'est aussi les aider à prendre la parole en public. Alors elle stresse depuis tout à l'heure, mais bon, ça va aller. Elle va vous raconter un peu son histoire, d'où elle est partie et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Et après, c'est un peu les objectifs, on verra ça par la suite. Bonjour, bonne année. Du coup, moi, je m'appelle Maëlle Dubois, j'ai 19 ans et je suis à Campénac depuis que je suis toute petite maintenant. Je suis née avec une malformation de la jambe droite, je suis née comme ça. Et donc, du coup, en fait, depuis toute petite, j'avais envie de faire du sport comme toutes les personnes de mon âge, je pense. Et avec le temps, mes parents ils m'ont inscrit au baby poney à l'âge de mes 2 ans. Et en fait, j'ai toujours aimé ça. Je me suis dit, on va essayer. Et comme disait Hassan tout à l'heure, je préférais le saut d'obstacle. Et un jour, grâce à ma tata, j'ai été dans les nouvelles écuries à Éléon, le champ du Gros. Et avec eux, j'avais parlé du fait que j'aimerais bien faire du paradressage. Et ils m'ont dit, mais carrément, on se lance. Et par chance, là-bas, il y avait un magnifique cheval de dressage, Don Valentino, du coup, qui m'accompagne maintenant depuis 2 ans et demi. Et grâce à lui, j'ai pu faire ma première grosse échéance. Les championnats de France à la mode de Bron, c'était quand en juin. Et du coup, tout au long de l'année dernière, on a participé à plusieurs compétitions pour s'améliorer et performer. Et au final, on est rendu là. Et là, les prochaines grosses échéances, c'est championnat de France amateur en octobre. Et puis, on verra où ça nous mène. Voilà. Alors, tout ce projet, alors on a un projet, alors j'ai noté Los Angeles, Brisbane, peut-être pas, on verra. Encore une fois, vous savez que pour atteindre des équipes paralympiques, c'est compliqué. Il y a de la concurrence, il y a du niveau international. Il faut des moyens, que aujourd'hui le conseil départemental nous donne, que les collectivités nous donnent, que l'État nous donne, qui permettent un petit peu d'accompagner. Il y a aussi le monde économique qu'on sollicite de plus en plus. C'est un peu l'accompagnement de Maëlle aujourd'hui sur la structuration de son projet. Il y a le projet sportif, mais il y a le projet économique, mais il y a aussi le projet professionnel. On essaie de coordonner tout ça. Alors il y a Maëlle, mais il y en a plein d'autres, et on essaie de coordonner tout ça au niveau du département avec un collectif de 8 jeunes à haut potentiel qu'on essaye de structurer pour pouvoir briller à Los Angeles et à Brisbane. Voilà. Merci à la collectivité, merci aux partenaires. En qualité de mère, Maëlle, on s'est rencontrés pour un rendez-vous. Vous m'avez sollicité. Et je suis très heureuse aussi que les jeunes aussi me sollicitent. Et j'étais très touchée par ce parcours-là. Et en fait, Maëlle, vous êtes la fierté de notre commune.
c'est une chance. Dès qu'on peut mettre aussi nos jeunes à l'honneur, il faut le faire. Et quel exploit vous avez pu réaliser. Je me souviens, vous étiez venu me parler de cette distance qui était difficile sur le lieu de la compétition, et c'était en cela qu'on s'était rencontrés. J'en profite pour remercier notre président qui a mis des éléments nécessaires pour faciliter votre transport sur les lieux de la compétition. Voilà. Merci pour ce que vous avez fait. Et vous êtes l'exemple du rayonnement d'un jeune et qui sait mettre en valeur notre commune, la commune de Campénéac. Merci infiniment pour ce que vous avez fait et une excellente continuation parce qu'on veut encore des coupes. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une excellente année. Nous allons offrir à présent le verre de l'amitié. Alors, je tiens à remercier les organisateurs et notre prestataire. Il s'agit de Laure et de Grégory du coup dans ma cuisine. Ce sont des habitants de Campénéac et donc ils ont préparé ce cocktail pour vous. Voilà, une excellente soirée, mesdames et messieurs. Merci.